Sorry. Feel very lucky that he said he would tell us a wonderful story. Well, play it. It's yours. Merci. J'ai eu la tâche difficile de mes deux amis de vous raconter une histoire comme ça au milieu de la nuit. Donc je vais essayer de le faire sans vous endormir. In English? Non. En français, il y a beaucoup plus de français. It's just so, you know, you can listen to the French, keep it in your mind and just go to sleep. And then ask some French people to translate it to you in English, and trust me, it would be a more incredible story. Je suis extrêmement ému que Nils et Olafur, comme ça, passent des heures à créer de la musique pour vous tous, parce que c'est un challenge assez fou. Et voilà, je voudrais les remercier beaucoup, beaucoup, beaucoup. On pourrait leur donner un tonnerre d'applaudissements. 6 heures. Et à toute l'équipe du Louvre aussi, qui est là tout autour de nous, qui s'occupe de nous. Je vais juste essayer de vous raconter une histoire sur une image que vous pouvez peut-être connaître. Est-ce que si je pars de l'image avec les regards sur les favelas, ça vous dit quelque chose? Alors je vais vous raconter comment on en est venu à créer cette image. Vous vous endormez quand vous voulez. Si je me rappelle bien, je crois que il y avait eu un événement assez grave au Brésil et on avait entendu ou vu à la télévision, même ici en France, qu'il y avait 3 jeunes qui avaient été arrêtés en haut d'une favela. C'était passé dans les télévisions françaises aussi. Et en fait, ce qui s'était passé, c'était dans une favela qui s'appelle Providencia. Et Providencia, c'est la première favela du Brésil. Et cette favela, elle est au centre de la ville et elle existe maintenant depuis 114 ans à peu près, ou 115 ans. Ce qui est intéressant de comprendre, le mot favela, il vient du fait que c'était une plante qu'il y avait sur toute la colline qui s'appelle favela. Et un jour, il y avait le palais de justice qui est là au milieu de cette ville, il y a 115 ans, et qui a dit à des guerriers, si vous partez dans le nord et que vous récupérez ces terres, quand vous reviendrez, vous aurez vos terres à vous. Et ces guerriers sont partis dans le nord et ont vaincu, ont gagné ces terres. Et quand ils sont rentrés de ce long périple, ils sont revenus à Rio. Ils ont tapé à la porte du palais de justice, ils ont dit voilà où sont nos terres. Et la justice a dit désolé, on n'a pas vos terres maintenant, il va falloir attendre. Et ces guerriers sont montés sur la colline juste en face et avec des machettes ont coupé cette plante favela qui faisait que personne ne montait jamais dans ces collines et que tout le monde habitait sur l'asphalte. Et ils se sont installés là. Et là, dans ces collines, il n'y avait que les lois qui étaient régies par ces communautés qui se sont installées puisqu'elles ne dépendaient pas de l'État.
Et c'est de là que vient mon favela et qu'a commencé cette première favela Providencia. Et voilà que 111 ans plus tard, je vois ce fait divers à la télé, où en haut de cette favela, qui est la base d'un des commandos de drogue les plus violents du Brésil, qui s'appelle le Commando Vermelho, qui s'appelle le Commando Rouge. Et il se trouve que c'est assez simple. Dans les favelas, en tout cas pour le Commando Vermelho, vous savez qui est trafiquant et qui ne l'est pas. C'est-à-dire que sur une population de toute une favela, il n'y a que 10%, 15% des gens qui sont impliqués dans le trafic et 85% qui vivent là, travaillent tous les jours, vont en ville et ont une vie normale, essayent d'avoir une vie normale. Et les jeunes qui participent à ce trafic, ils se teignent la tête en rouge. Et donc, parce qu'ils sont en contrôle complet de cette colline. Et il se trouve qu'il y a maintenant 8 ou 9 ans, quand j'ai vu ce fait divers, la police est montée et a contrôlé les papiers de 3 jeunes. Et ces 3 jeunes-là n'avaient pas les papiers sur eux parce que là-bas, c'est pas obligatoire d'avoir ces papiers sur soi. C'était assez étrange comme contrôle et ces 3 jeunes-là partaient à l'école, c'était un matin tôt. Et donc, les gens se sont opposés, on dit mais attendez, pourquoi vous contrôlez? Vous voyez bien, vous savez bien que c'est pas des trafiquants. Et ils ont été embarqués au poste de police. Et ils sont jamais revenus. Donc au bout de 24 heures, les gens de la communauté ont commencé à se rassembler et à dire où sont ces 3 jeunes? Ils sont partis ce matin, ils sont pas revenus. Et une enquête a commencé. En fait, la police les a revendus à une favela ennemie qui était la colline de l'autre côté de cette favela. Et les 3 jeunes ont été tués et retrouvés morts au matin. Et c'est un fait divers qui a eu beaucoup d'impact au Brésil parce que d'un coup, la communauté n'avait plus confiance en leur propre police, en leur propre État. Et ça a fait le tour du monde. Et quand j'ai vu ça, j'ai appelé un ami au Brésil et je lui ai dit c'est quoi cette favela Providencia? Il m'a dit écoute, Providencia, il n'y a aucun point de contact. C'est la maison mère d'un commando de trafic et donc on ne peut pas rentrer dedans, on ne peut pas rentrer en contact avec des gens qui pourraient faire l'intermédiaire. Et je suis parti au Brésil pour aller voir d'autres endroits où je pourrais faire ce projet qui s'appelait Women Are Heroes. Et on a marché autour de la colline comme ça. Juste un jour, je lui ai demandé de m'emmener voir. En fait, c'est au centre-ville, donc si vous allez à Rio demain, c'est très facile de se balader en bas de cette colline. C'est près de la gare centrale. Et il y a une femme qui nous a vu se balader, qui avait une 50aine d'années, qui est venue nous voir et qui a dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Là, on a dit « Ben voilà, en fait, on a entendu parler de Providencia et de ce qui s'est passé le mois dernier et on a été très choqués. Et on voulait en savoir plus. Elle dit « Vous savez, vous ne devriez pas rester là à marcher, c'est pas très safe autour de la gare et en bas de la colline. Mais vous êtes qui ?» Et je lui ai dit « Ben voilà mon livre, on est artiste, j'ai fait ce projet ici et là. » Elle me dit « Ah, vous savez, on a besoin d'artistes dans la communauté. » Elle dit « Revenez demain, mais sans votre sac à dos, juste avec votre livre dans la main. Et montez jusqu'au sommet et demandez mon nom. Je m'appelle Rosiette. » Le lendemain, on a monté. Et en montant, on a commencé à voir des jeunes armés. Plus on montait, plus il y avait des jeunes de 12 ans, 15 ans, des fois 17, 18 ans, avec des armes assez lourdes. Et à chaque fois, quand on leur disait qu'on montait voir Rosiette et qu'on n'avait rien sur nous, ils nous indiquaient le chemin et on continuait de monter jusqu'au sommet. Et j'ai retrouvé Rosiette et on s'est assis autour d'une table, dans une petite salle, avec d'autres dames de son âge, qui avaient une 60aine d'années, on va dire.
descendu en bas. Mais sur le chemin, il m'a raconté cette histoire que je vous ai racontée sur la plante favela et sur ce que ça signifie. Et il m'a raconté toute cette histoire, et arrivé en bas, je lui ai dit merci pour cet échange. Est-ce qu'on pourrait se revoir demain matin pour prendre un café? Et il m'a dit oui, mais pas dans la colline, c'est mieux de se retrouver en bas. Et on s'est vu en bas. Et le lendemain, comme j'avais pris une photo vue de la ville, de la colline, j'avais collé des petites images sur ordinateur comme ça de regard. Et quand je lui ai ramené, je lui ai imprimé cette petite photo avec les montages. Et lui a commencé à s'imaginer, à dire ah c'est intéressant, là tu as mis ses yeux sur ma voisine. Il me dit ah et là c'est la maison de ma tante. Je lui dis mais prenons 5 minutes et allons taper à sa porte et voyons si elle accepterait. Si imaginons que je fasse le portrait d'une de ces femmes, que je puisse le mettre sur sa maison. Et donc il m'a dit ok allez montons 2 minutes. On est monté comme ça, on a tapé à la porte de sa voisine et il lui a dit salut, écoute, je suis avec monsieur Français, voilà, il voudrait prendre des photos ici, les coller. Elle lui a dit ah mais c'est pourquoi? Est-ce que c'est politique? Est-ce que ça va abîmer ma maison? Il a dit non non, c'est juste du papier, de la colle, et après on les enlèvera si tu veux. Elle a dit ah oui, moi aussi c'est pour de l'art, allez-y, prenez ma maison. Donc j'ai juste pris le papier, j'ai mis une petite flèche comme ça. Et ensuite on a continué, on a été faire chaque maison comme ça nous a juste pris quelques heures d'aller sonner à chaque porte. Des fois, la femme était là, ou le mari était là, le conjoint était pas là, et donc on devait repasser. Et à la fin de la journée, je lui ai dit écoute, tu vois, les gens finalement sont assez réceptifs, quel est le vrai problème en fait pour toi? Et il me dit écoute, il faut voir, c'est un endroit assez compliqué, on a l'accord des gens, maintenant essayons de voir si on peut photographier les femmes mais dans un endroit fermé, clos, que personne ne voit. Donc on a été retourné voir ces femmes que j'avais vues la veille et on s'est mis dans la petite salle où on s'était rencontrés. Et elles ont passé le mot dans la communauté, à qui veut, vient parler. Et donc des femmes ont commencé à venir. Et ce qui était intéressant, c'est que les femmes qui sont venues étaient liées à ces 3 jeunes. La mère d'un de ces 3 jeunes, la sœur, la grand-mère, la meilleure amie. Et en fait, les gens ne savaient pas vraiment qui j'étais, mais on utilisait la caméra parce que c'était filmé et l'appareil photo pour expliquer tout ce qu'elles avaient vécu, tout ce qui venait de se passer, qui avait terriblement choqué. Et ensuite, j'ai envoyé ces photos à mon équipe à Paris qui les ont imprimées et qui ont pris un vol le lendemain. Et ils m'avaient dit ne fais pas venir plus d'une 2 ou 3 personnes maximum. Je crois que j'ai fait venir que 2 personnes. Et ils ont atterri, on est monté avec les affiches. Et là, il m'a dit écoute, tu peux pas coller comme ça, faudrait qu'on aille voir les chefs des trafiquants pour au moins que tu leur expliques ce que c'est et que peut-être vous aimeriez prendre des photos. Et en fait, je lui ai dit bon écoute, oui, dis-moi où et quand. Et le rendez-vous était fixé au lendemain, en fin de journée. Et je me rappelle, ils sont venus me chercher sur la place. Et ils m'ont emmené dans une petite ruelle derrière qui descendait aux abords de la colline par laquelle j'étais jamais passé. Et là, il y avait clairement les chefs des commandos qui étaient tous là, armés jusqu'aux dents, avec des enfants de 10 ans avec des gilets pare-balles. Un peu une scène apocalyptique. Et une chose que j'ai jamais pu dire, et je pense que maintenant on est 8 ou 9 ans plus tard, les choses ont pas mal changé, c'est que le chef des trafiquants était en fait une femme à ce moment-là. Et donc quand j'ai expliqué le projet, eh ben c'était la seule qui n'était pas armée et qui m'a posé des questions très directes. Qui tu es? Quel est le but de ce projet? À quoi ça va nous servir? Et pourquoi? C'est des questions auxquelles j'avais pas vraiment de réponse. J'ai essayé de répondre déjà dans une langue que je maîtrisais pas en plus, mais je pense de cette incompréhension et de cette envie plutôt d'échange. Elle n'a jamais dit oui. Les trafiquants autour n'ont jamais dit oui, mais ils n'ont pas dit non. Et à un moment, on m'a demandé de partir. Donc je
commencera par l'escalier. Parce que l'escalier est à l'intérieur de la favela, il ne se voit pas de l'extérieur. Et on a commencé à coller comme ça le premier portrait, qui était de la grand-mère d'un des 3 jeunes. Et c'est comme ça que le projet a commencé. On a collé, je me rappelle après quelques heures de collage, il y a eu un échange de coups de feu, donc on a été se réfugier à côté, et puis en fait quelques minutes après, la vie reprenait, et donc tout de suite, on s'est remis à coller, comme si c'était rien passé. C'était très étrange pour nous, étrangers, ça paraissait un événement majeur, et pour eux c'était un événement du quotidien. Et on est revenu le lendemain, on a fini l'escalier. Et à partir de là, je pense que les gens dans la communauté ont compris, parce que c'était le portrait de la grand-mère, parce que c'était un lieu de passage, un lieu qui n'était vu que de l'intérieur de la communauté, qui n'est pas ouverte sur l'extérieur. On a pu commencer à coller sur les maisons. Et là, les gens ont commencé à nous aider, à donner de leur... Vous savez, les gens ont des réserves d'eau sur leur toit. Et ils donnaient de leur réserve d'eau pour faire la colle. La colle qui était de la poudre blanche. D'ailleurs, ça créait souvent des confusions. Moi, je me baladais avec des sacs de poudre blanche dans la communauté, ou avec les trépieds d'appareil photo. Très vite, il fallait toujours mettre ça dans des sacs pour pas, au cas où on croisait l'armée qui faisait souvent des incursions dedans. Et on a mis 24 jours à coller. Chaque jour, les gens nous ont aidés, sont grimpés sur leur toit, par leurs fenêtres. Et petit à petit, on commençait à connaître de plus en plus la communauté, à voir où même les trafiquants cachaient leur drogue, où les maisons étaient abandonnées, où les endroits, dans cette favela, il y avait même plusieurs classes sociales, des gens qui vivaient très bien et d'autres qui vivaient dans une grande pauvreté. Et c'était intéressant d'un coup de voir à quel point toute la communauté, en tout cas, se rassemblait sur le fait que c'était ces portraits de femmes. Et souvent, on se rend pas compte, mais c'est un petit village, donc je me retrouvais à coller le portrait d'une femme sur une maison, mais en fait, ces 2 femmes ne s'entendaient pas forcément, et j'ai été surpris d'apprendre souvent ces histoires après, et de me dire que ces gens-là ont mis de côté leurs petites histoires pour laisser ces collages se faire, et tout le monde a mis la main à la pâte. Il y a même je crois, au bout de 13 jours, il y a eu une grosse tempête, et la plupart des collages sont partis. Et quand je suis remonté le matin dans la communauté, les gens n'osaient pas nous regarder dans les yeux, ils baissaient les yeux parce qu'ils voyaient bien que c'était pas fini et qu'en même temps tout avait été arraché par la tempête. Et en fait, on a repris le numéro de chaque bande et on s'est remis au travail le jour même, et on a collé bande par bande, et ces 24 jours, on n'a jamais fait de communiqué de presse, on n'a jamais expliqué quoi que ce soit. Il y avait des hélicoptères qui commençaient à survoler la zone à une distance d'au moins, je crois que c'est 800 mètres de distance, par raison de sécurité, donc qui filmaient avec des longs téléobjectifs, et c'était retransmis à la télé brésilienne. Et les gens se demandaient qu'est-ce que c'était, ils mettaient un numéro de téléphone en disant si vous savez ce qui se passe à Providencia, appelez ce numéro. Donc les gens de la communauté m'amenaient dans leur maison pour dire regarde, vous passez à la télé, mais ils savent pas ce que c'est. Je leur disais bah appelez, vous répondez, dites ce que vous voulez. Et vers les derniers jours, il commençait à y avoir de plus en plus de médias qui stationnaient en bas de la colline. Et moi je pouvais me balader dedans d'ailleurs sans lunettes, sans chapeau, il n'y avait aucun photographe, aucune photo prise dedans. On était en complète autarcie et pourtant au cœur de la ville. Donc il n'y avait pas besoin de se cacher. Et une fois que tout était fini, en fait on est parti et on a laissé les gens expliquer. Et vous pouvez retrouver des vidéos, je pense, sur internet, mais c'est les femmes qui ont expliqué ce que ça voulait dire pour elles, ces portraits. Elles n'ont pas du tout expliqué comme moi j'aurais pu le définir, en expliquant que c'est du noir et blanc, que ça se différencie de la publicité ou je ne sais quoi. Elles ont expliqué sur ce qu'elles avaient vécu et ce que ces photos signifiaient pour elles, et l'image qu'elles cherchaient à changer de cette communauté qui est constamment dans les médias quand il y a des morts, quand il y a des faits graves. Et pour moi, je vous raconte cette histoire parce que ça a été un tournant, un moment où je me suis rendu compte que finalement, plus je me distançais de ces installations et plus les gens se les réappropriaient. Et
décident eux-mêmes où dans le monde ces photos vont apparaître. Les gens prennent eux-mêmes leurs portraits, les envoient, je les imprime, je leur renvoie. Et je pense que ça a été un tournant, voilà, quand j'ai fait ce projet là-bas, parce que c'est eux qui m'ont fait réaliser le pouvoir des mots, surtout quand il vient des gens qui sont le plus concernés. Et en 2009, on a fait une expo, je sais pas si vous vous rappelez, des yeux sur les ponts de Paris. Et cette femme, Rosiette, cette première femme, elle est venue à Paris et c'est elle qui a ouvert l'exposition. Elle est cuisinière en fait dans la vie, donc elle avait cuisiné pour le pavillon de l'Arsenal, et ensuite elle avait même chanté pendant la nuit blanche. Et c'était un moment très fort. J'y étais il y a 2 mois, en mars dernier, et je l'ai revue. Et la vie continue là-bas, beaucoup de choses ont changé. Malheureusement, même si la favela s'est calmée ces dernières années, elle est repartie. Mais dans toutes les têtes, dans tous les esprits, il y a en tout cas cette idée que l'art à une toute petite échelle peut des fois faire changer la perception qu'on a sur les choses. Et même si la violence reprend, et même si là vous y retournez, vous reverrez des jeunes armés. Il y a des enfants que j'ai rencontrés quand ils avaient 8 ans et qui aujourd'hui 16 ans, et qui, certains ont choisi une autre voie que le trafic, et d'autres aujourd'hui, entre guillemets, nous protègent quand on est là-bas et sont devenus trafiquants. Et bien sûr, je me rappellerai toujours la question de cette chef du trafic qui n'est plus là aujourd'hui, mais qui m'avait demandé à quoi ça sert. Et même si on ne peut pas y mettre des mots et quantifier les choses et vous dire voilà ce que ça a changé, quelque part, il s'opère un changement dans l'esprit de se dire que ça a été possible. Ça rend le champ des possibles encore plus possible. Et il y a des choses qui se sont passées là-bas suite à ça, des choses qui ont pensé impossibles avant. Et c'est ce qui me donne envie de continuer à travailler là-bas, et ce qui aussi me donne envie de vous dire d'aller voir par vous-même et de partir là-bas, voyager. C'est des voyages, je pense, qui marquent et où au final